Mes parents ont dit, ton frère le mérite, et ont tout légué à lui dans leur testament, alors je les ai rayés de ma vie. Je suis Benjamin. J'ai 38 ans et j'ai découvert que mes parents m'avaient déshérité, léguant toute une vie d'actif à mon jeune frère. Avant de vous raconter comment un simple message glacial a fait s'écrouler tout leur monde, faites-moi une faveur, dites-moi dans les commentaires ci-dessous d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où ces histoires peuvent voyager et nous connecter les uns aux autres. Très bien, plongeons dans le vif du sujet. L'écran de mon téléphone projetait une lumière bleu pâle dans mon bureau sombre. C'était un mardi après-midi, ce moment de la semaine qui vous broie l'âme, où le week-end n'est plus qu'un lointain souvenir et où le vendredi ressemble à un mirage. J'étais en conférence téléphonique, la voix de mon patron devenant un bourdonnement monotone dans mon oreillette. Alors que je fixais l'horizon de la ville, c'est arrivé. Un message de ma mère, l'échéance du prêt arrive. Peux-tu envoyer ce que tu envoies d'habitude? 16 mots simples. 16 mots qui, un mois plus tôt, auraient été tout à fait normaux. J'aurais soupiré, peut-être levé les yeux au ciel avec bienveillance, et répondu, bien sûr, maman. Puis, tel un robot bien entraîné, j'aurais ouvert mon application bancaire, navigué dans les menus familiers et envoyé l'argent. C'était un rythme que nous avions adopté pendant plus d'une décennie. Un accord tacite où je jouais le rôle du fils responsable, le filet de sécurité financier de la famille. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, ces 16 mots ont atterri comme une allumette sur une traînée d'essence. Mon pouce a survolé le clavier, tremblant légèrement. Mon cœur, qui battait calmement quelques instants auparavant, tambourinait désormais frénétiquement contre mes côtes. En une fraction de seconde, un montage de souvenirs a défilé dans mon esprit. La vue de ce document juridique, le ton dédaigneux de mon père, les yeux suppliants et manipulateurs de ma mère, les années de sacrifices silencieux que j'avais faits, tout cela balayé comme si ce n'était rien. Le bourdonnement de mon patron s'est fondu en un bruit de fond indistinct. La ville à l'extérieur aurait pu se trouver sur une autre planète. Mon monde s'était réduit à la taille de cet écran lumineux, et à la guerre que j'étais sur le point de déclarer. Mes doigts, désormais fermes et glacés, ont commencé à taper, demander à Lucas. C'est sa maison maintenant. J'ai fixé la phrase. Elle semblait étrangère, puissante. J'ai appuyé sur envoyer. La petite bulle bleue a traversé l'écran. Un acte de rébellion déguisé en SMS. Un silence profond et assourdissant a suivi. À la fois dans le fil de discussion et dans les recoins les plus profonds de mon âme. Pour la première fois en 38 ans, j'avais dit non. J'avais choisi ma propre personne. Et à cet instant, je savais avec une certitude absolue que rien ne serait plus jamais comme avant. Comment toute une vie de loyauté a-t-elle pu se transformer en cette unique phrase amère? Pour comprendre cela, nous devons remonter à un mois plus tôt, à un samedi ensoleillé qui a commencé par un acte de bonté et s'est terminé par la trahison la plus profonde de ma vie. Un mois plus tôt, la journée a commencé avec la promesse d'un devoir familial banal. J'avais conduit 40 minutes jusqu'à la maison de mes parents, à la même maison où j'avais grandi, avec mon ordinateur portable et un scanner portable tout neuf. Ma mère, Eleanor, m'avait appelé quelques jours auparavant, sa voix étant un mélange familier d'impuissance et d'attente. Benjamin, mon chéri, ton père et moi nous noyons dans la paperasse. Nous devons tout numériser, comme tu as dit, mais ces machines sont tellement déroutantes. Alors, me voilà en ce beau samedi après-midi, sacrifiant mon week-end pour être leur technicien informatique non rémunéré. L'air dans la maison était chargé de nostalgie. Le parfum de l'encaustique au citron, le vieux fauteuil en cuir de mon père, et l'arôme léger des roses que ma mère gardait dans un vase sur la table à manger. C'était l'odeur du foyer, une odeur que j'avais toujours associée à la sécurité et à l'amour. Quelle ironie! Tu es un sauveur, Ben, m'a accueilli mon père, Henri, en me tapant sur l'épaule avec un peu trop de force. Nous serions perdus sans toi. Ce n'est rien, papa, ai-je dit, en forçant un sourire. Mieux vaut régler ça. Il m'a conduit à la table de la salle à manger où 3 grandes boîtes en carton débordaient de toute une vie de documents, relevés bancaires des années 90, vieilles déclarations d'impôts, titres de propriété de voitures. Mes bulletins scolaires d'enfance, une traînée de papiers chaotiques retraçant leur vie. Mon frère Lucas était, comme prévu, absent. Il est chez un pote, a expliqué mon père vaguement. Il travaille sur des projets musicaux. L'excuse éternelle. J'ai installé mon matériel et je me suis mis au travail.
Pendant des heures, ce fut un processus paisible, presque méditatif. Scanner, cliquer, sauvegarder. J'ai tout organisé dans des dossiers numériques soignés, apportant de l'ordre à leur chaos. J'étais sur la dernière boîte, celle qui venait du fond du placard de mon père et qui sentait la naphtaline, quand je l'ai trouvée. Glissé sous une pile de vieilles factures d'électricité, il y avait un dossier épais, relié par des professionnels. Il était différent de tout le reste. Lourd. Important. L'étiquette sur le devant, imprimée dans une police noire nette et sans fioriture, indiquait « Plan successoral, copie finale ». Un petit nœud de curiosité s'est resserré dans mon estomac. Je savais qu'il vieillissait et qu'établir un plan successoral était une démarche responsable. J'étais fier d'eux pour cette étape. J'ai supposé, avec la confiance simple d'un fils qui avait toujours agi correctement envers ses parents, qu'il s'agirait d'un partage équitable à 50-50e entre Lucas et moi. C'était la seule chose qui avait du sens, la seule chose juste. J'ai ouvert la couverture. Le langage juridique était dense, mais les sections clés étaient assez faciles à trouver. J'ai survolé les clauses introductives, cherchant la répartition des actifs, et puis, je l'ai vu. Article 4, disposition des biens résiduaires. Mes yeux ont parcouru le paragraphe, je donne, lègue et transmets tout le reste, les résidus et le surplus de ma succession à mon fils, Lucas Monsieur Rivers. J'ai cligné des yeux. Je l'ai relu une fois, puis une troisième. Mon cerveau refusait de traiter les mots. Ce devait être une erreur. Une faute de frappe. J'ai feuilleté frénétiquement les pages, mes mains commençant à devenir maladroites. La maison même où j'étais assis, celle dans laquelle j'avais injecté des dizaines de milliers d'euros pour éviter sa saisie, était listée explicitement. À Lucas. Le portefeuille d'investissement que j'avais aidé mon père à constituer après la faillite de son entreprise. À Lucas. Les polices d'assurance vie dont j'avais parfois couvert les primes quand il manquait d'argent. À Lucas. Mon cœur est devenu une pierre froide et lourde dans ma poitrine. J'ai continué à chercher, désespéré de trouver une clause, un paragraphe, un addendum mentionnant mon nom. Je l'ai finalement trouvé sur l'avant-dernière page, sous une section intitulée « Disposition générale, nous aimons nos deux enfants, Benjamin H. Rivers et Lucas Monsieur Rivers, également, et nous leur faisons confiance pour prendre soin les uns des autres après notre départ. » C'était tout. C'était mon héritage entier, une phrase creuse. Je n'étais pas un fils à qui l'on devait assurer un avenir. J'étais un aide-soignant non rémunéré, contractuellement obligé par un vague sentiment de confiance. L'air dans la pièce semblait rare, suffocant. L'odeur de citron et de rose semblait désormais écœurante. J'ai fermé le dossier, le bruit mat de la couverture faisant écho à celui d'une porte se refermant en moi. Je me suis levé, les jambes faibles, et je suis allé dans le salon. Mon père était sur son fauteuil, regardant un tournoi de golf. Les applaudissements doux du public à la télévision ressemblaient à une moquerie. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas crié. J'ai simplement tendu le dossier vers lui. Ses yeux ont quitté l'écran pour le dossier, puis mon visage. Il n'avait pas l'air surpris. Il avait l'air résigné. Il savait que ce jour viendrait. Est-ce ainsi que les choses se passent, papa ? Ai-je demandé, ma voix n'étant qu'un murmure étranglé. Tout va à Lucas ? Il a soupiré, le son d'un homme profondément dérangé. Il a mis la télévision en sourdine. On s'est dit que tu comprendrais, Ben, a-t-il dit, son ton étant incroyablement raisonnable. Tu réussis bien dans la vie. Tu es chef de projet. Tu as un bon salaire. Tu as toujours réussi. Il l'a dit comme une accusation, comme si ma compétence était un crime et que c'était ma punition. Il ne me regardait pas, mais fixait un point sur le mur juste au-dessus de mon épaule. Il ne pouvait même pas croiser mes yeux. À cet instant, j'ai compris que ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Une décision délibérée et calculée pour m'écarter. Tu as toujours réussi. Ces mots m'ont poursuivi hors de la maison. Je suis tombé sur le porche arrière et je me suis effondré sur la balançoire en bois, celle que j'avais remplacée 2 étés auparavant. L'ancienne avait pourri, et j'avais passé un samedi entier à assembler la nouvelle, suant sous le soleil, alors que Lucas était à une répétition musicale. Un autre élément sur le long grand livre invisible des choses que j'avais faites. Le grincement léger des chaînes était le seul son alors que je me balançais d'avant en arrière,
mon esprit étant une tempête enragée. Tu as toujours réussi. La phrase résonnait, chaque répétition arrachant une couche de mes propres illusions. J'avais toujours porté ma fiabilité comme une médaille d'honneur. Maintenant, je voyais ce qu'elle était réellement, un harnais. Mon esprit a commencé à cataloguer les sacrifices, non comme des actes d'amour, mais comme des pièces à conviction contre eux. Pièce A, la promotion à Boston. Il y a 5 ans, j'avais 33 ans, j'étais associé principal dans mon cabinet. Une opportunité s'est présentée pour diriger une nouvelle équipe à Boston. C'était une étape majeure, un titre de vice-président, un salaire qui aurait changé ma vie, une chance de faire mes preuves sur une plus grande scène. Je me souviens de l'appel avec mon directeur, l'excitation dans sa voix. Je me souviens aussi de l'appel avec ma mère ce soir-là, oh, Boston, avait-elle dit, sa voix instantanément empreinte d'anxiété. C'est si loin, chérie. Que ferait ton père et moi sans toi pour nous aider? Ce n'était pas une question, c'était une laisse. J'ai dit à mon patron que je devais rester pour des raisons familiales. Il était déçu, mais a compris. Je me disais que j'étais un bon fils. La vérité, c'était que j'étais un idiot. J'avais échangé une promotion contre leur approbation. Une approbation qui, en fin de compte, n'a jamais vraiment existé. Pièce B, les saisies. La première fois, j'avais 28 ans. La petite entreprise de construction de mon père venait de faire faillite. J'ai reçu un appel frénétique de lui. La banque lançait une procédure de saisie. Ils avaient 2 mois de retard sur le prêt. Le lendemain, je suis allé à ma propre banque et j'ai contracté un prêt personnel de 11 000 €, épuisant presque mes maigres économies. Je leur ai remis le chèque de banque. Ma mère a pleuré et m'a qualifié de « ange gardien ». Ils ont promis que c'était un prêt qu'ils me rembourseraient dès qu'il serait rétabli. 10 ans plus tard, je n'en avais pas vu la couleur. Les 2 autres fois, c'était pour des impôts fonciers impayés. Mais à chaque fois, cela m'obligeait à vider des fonds que j'avais mis de côté pour l'apport d'un logement à moi. Mon futur liquidé pour préserver leur passé. Pièce C, le quotidien. Ce n'était pas seulement les grands sauvetages dramatiques. C'était l'hémorragie lente et constante. L'assurance automobile que je mettais sur ma carte de crédit tous les 6 mois. Les courses hebdomadaires. La fois où j'ai payé une facture dentaire de 2 000 € pour mon père parce que son assurance ne couvrait pas les frais. Le flux incessant de « tu peux m'avancer 100 balles jusqu'à la semaine prochaine » de la part de Lucas, que je couvrais toujours, sachant que la « semaine prochaine » ne viendrait jamais. Chaque acte était un fil de la corde qu'ils avaient utilisé pour me lier à eux. Et pourquoi? Pour qu'ils puissent regarder ma vie, une vie qu'ils avaient activement entravée, et utiliser ma stabilité durement acquise comme justification pour m'exclure totalement. La balançoire a grincé. Je n'étais pas leur fils. J'étais leur fonds d'urgence, leur guichet automatique humain, leur filet de sécurité perpétuellement fiable et infiniment indulgent. Et ils venaient de me montrer, de la manière la plus froide qui soit, qu'un filet de sécurité est quelque chose que l'on ne valorise que lorsqu'on est en train de tomber. La porte moustiquaire s'est ouverte, me tirant de ma rêverie amère. C'était ma mère, Éléanore. Elle avançait avec une lenteur calculée, comme si elle approchait un animal effrayé. Elle s'est assise à côté de moi, le poids ajouté faisant pencher la balançoire. Pendant 1 minute entière, nous sommes restés en silence. Le seul son était le grincement rythmique des chaînes. Ce n'est pas que nous ne t'aimons pas, chérie, a-t-elle finalement dit, sa voix étant une arme douce et délicate. C'était la voix qu'elle utilisait pour aplanir tout conflit. Celle qui vous faisait vous sentir déraisonnable d'être contrarié. Je ne l'ai pas regardé. Drôle de façon de le montrer, ai-je murmuré, mes yeux fixés sur une fissure dans les lattes du porche. S'il te plaît, Benjamin, essaie de comprendre, a-t-elle plaidé en posant une main sur mon bras. Je me suis instinctivement contracté. Lucas, il a eu une vie beaucoup plus difficile. Les choses ne lui sont pas venues aussi facilement qu'à toi. Tu es stable. Tu es intelligent. Tu as toujours été notre roc. Alors, le roc n'obtient rien. Ai-je répliqué en me tournant enfin vers elle. Le roc doit juste soutenir tous les autres jusqu'à ce qu'ils se réduisent en poussière? Ne sois pas si dramatique, a-t-elle réprimandé, une lueur d'irritation dans les yeux. Ce n'est pas une question de ce que tu reçois, c'est une question de ce dont il a besoin. Nous savions que tu t'en sortirais.
Tu retombes toujours sur tes pieds. Nous devions nous assurer qu'il soit pris en charge après notre départ. Il est plus fragile. Fragile? Il avait 34 ans, vivait à la maison sans carrière et sans perspective. Et le mot qu'elle utilisait était « fragile ». Pas « irresponsable », pas « paresseux », mais « fragile ». C'était l'excuse ultime, le ticket gagnant qui lui avait permis de réussir ses échecs toute sa vie. Et moi alors? Ai-je demandé, ma voix dangereusement basse. Qu'en est-il de ce dont j'ai besoin? As-tu déjà pensé que je suis peut-être stable parce que je suis obligé de l'être? Que je ne peux pas me permettre d'être fragile parce que j'ai été trop occupé à être votre planificateur financier, votre bricoleur et votre contact d'urgence? Elle a tressailli, retirant sa main. Elle perdait le contrôle de la narration. Elle a décidé de changer de tactique, passant de l'apaisement à la confession, un coup classique. Écoute, a-t-elle dit en baissant la voix de manière conspiratrice. Il y a autre chose. Il y a quelque temps, nous avons dû co-signer un prêt commercial pour lui, pour son idée de studio d'enregistrement. Nous croyions vraiment que c'était sa chance. Un œuf froid s'est formé dans mon estomac. Je me souvenais du studio. Quelques milliers d'euros de matériel d'occasion qui servait maintenant de porte-manteau glorifié au sous-sol. Quel était le montant du prêt, maman? Elle a fait un geste de la main dédaigneux. Oh, ce n'était pas un montant énorme, mais c'était significatif pour nous. Nous devons juste nous assurer que c'est couvert. Le testament aide à cela. Il sécurise son avenir et le nôtre. Et voilà, la dernière pièce dégoûtante du puzzle s'emboîtait. Ce n'était pas une question d'amour ou de besoin. C'était une question de dette. C'était une gestion des risques. Je l'ai regardé et les années d'affection maternelle semblaient s'effriter, révélant une femme désespérée et calculatrice en dessous. Vous ne l'avez pas choisi parce qu'il est fragile, ai-je dit, la réalisation me frappant avec la force d'un coup physique. Vous l'avez choisi parce que vous avez parié sur lui et que vous avez perdu. Vous lui avez donné son héritage il y a des années, et maintenant vous me faites payer pour cela. Ce testament n'est pas un cadeau. C'est une police d'assurance sur votre mauvais investissement. Le regard sur son visage était toute la confirmation dont j'avais besoin. Un éclair de culpabilité pure et non altérée. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, pour nier, mais aucun mot n'est sorti. Je me suis levé. Le geste semblait final. Je dois y aller, ai-je dit, ma voix plate et vide. Je suis parti sans me retourner, la laissant seule sur le porche. Son monde de justification soigneusement construit s'effondrait autour d'elle. Le trajet de retour était silencieux, mais mon esprit hurlait. Le filet de sécurité était en train d'être retiré. Le trajet de 40 minutes jusqu'à mon appartement ressemblait à une traversée du désert. Quand j'ai franchi ma propre porte d'entrée, le sentiment de trahison était si épais que je pouvais le goûter. Mon chez-moi, habituellement mon sanctuaire, ressemblait à un abri temporaire avant une guerre à venir. J'ai jeté mes clés sur le comptoir avec un cliquetis qui a résonné dans le silence. Je n'ai pas enlevé ma veste. Je n'ai pas pris de verre. J'ai marché droit vers mon bureau et je me suis assis devant mon ordinateur. Mes mouvements étaient rigides et robotiques. J'opérais dans une fureur froide et lucide. Toute la peine, la confusion, la tristesse, tout cela avait été consumé, laissant place à une résolution dure comme le diamant. Il n'y avait plus de place pour le doute. Ils avaient fait leur choix, maintenant je ferai le mien. La première cible était la plus symbolique, le virement bancaire automatique. Pendant 7 ans, le premier du mois, 1200 € quittaient mon compte chèque pour arriver sur le leur. C'était un cordon ombilical numérique, un lien que je n'avais jamais pensé à couper. Je me suis connecté à mon portail bancaire, mes doigts volant sur le clavier. J'ai trouvé le paiement récurrent, une ligne familière que j'avais vue des centaines de fois. J'ai cliqué sur « Modifier », puis sur « Annuler la série ». Une petite fenêtre contextuelle innocente est apparue, « Êtes-vous sûr de vouloir annuler le virement programmé ? Êtes-vous sûr ?» La question semblait se moquer de moi. Étais-je sûr de vouloir arrêter de soutenir financièrement les gens qui ne me voyaient que comme un portefeuille sur pattes ? Étais-je sûr de vouloir récupérer les milliers d'euros par an que j'injectais dans une maison qui avait été promise à quelqu'un d'autre ? J'ai laissé échapper un rire court et sec qui ressemblait plus à un aboiement. J'ai cliqué sur « Confirmer » avec une telle force que ma souris a glissé sur le bureau. C'était fait.
Le cordon était coupé. Ensuite, j'ai sorti mon téléphone. Je suis allé dans mon calendrier, vers les rappels récurrents qui encombraient mes semaines, commander les médicaments de papa. Chaque 3e mardi. J'ai maintenu mon doigt sur l'événement, supprimer cet événement et tous les futurs événements. Supprimer. Appeler le plombier pour le robinet qui fuit. Ce jeudi. Supprimer. Prendre des nouvelles de maman. Tous les dimanches. Mon pouce a survolé cette option pendant un battement de cœur. Une lueur de culpabilité. Je l'ai écrasé, supprimé. Enfin, le compte Instacart. Je l'avais créé pour eux pendant la pandémie, et c'était devenu une habitude hebdomadaire. Je remplissais le panier virtuel avec leur marque préférée de café, les soupes à faible teneur en sodium dont mon père avait besoin, la glace que ma mère adorait. Je suis allé dans l'application, j'ai navigué vers mon profil et j'ai trouvé la section des méthodes de paiement. Ma carte de crédit était listée en priorité. J'ai balayé vers la gauche. Un bouton, supprimer, rouge est apparu. J'ai appuyé sans hésiter. À chaque clic, à chaque suppression, je sentais une étrange légèreté se propager dans ma poitrine. Ce n'était pas de la joie. C'était le sentiment d'un poids massif en train d'être soulevé. Un poids dont je n'avais même pas réalisé que je le portais. C'était le fardeau de leurs attentes, leur impuissance apprise, leur dépendance émotionnelle et financière. J'avais été leur béquille pendant si longtemps que j'avais oublié ce que cela faisait de se tenir debout sans leurs problèmes appuyés sur moi. Je me suis adossé à ma chaise, le cuir grinçant dans la pièce calme. Je savais que ce n'était que le début. Le silence de leur côté serait temporaire. Mes actions étaient une déclaration d'indépendance, et je savais avec une certitude glaciale qu'ils le verraient comme une déclaration de guerre. La première semaine fut silencieuse, un calme étrange et troublant avant la tempête. Ils n'avaient probablement même pas encore remarqué les changements. Ils vivaient dans la bulle confortable de leur supposition, la croyance que Benjamin serait toujours là. Ils n'avaient aucune idée que leur monde allait bientôt manquer d'air. La 2e semaine, la bulle a commencé à vaciller. Les sondages ont commencé, déguisés en messages anodins. Le premier était un SMS de ma mère tôt mardi matin, la facture d'eau est arrivée plus élevée ce mois-ci. Le portail en ligne est si déroutant. Peux-tu vérifier le compte? J'ai fixé le message. C'était un test. Un léger tir sur la laisse pour voir si elle était toujours là. Elle essayait de me faire revenir dans la vieille danse, de prétendre que la scène sur le porche n'avait jamais eu lieu. L'ancien, moi, aurait répondu instantanément, bien sûr maman, je vais jeter un œil. Le nouveau, moi, a lu le message, a ressenti une lueur de l'ancienne obligation, puis a délibérément et décisivement supprimé tout le fil de discussion. Aucune réponse. Le silence était ma nouvelle langue. Quelques jours plus tard, un SMS de mon père, et Ben, le câble semble ne plus fonctionner. As-tu payé la facture? L'implication était claire. Si ça ne marchait pas, c'était forcément ma faute. Je m'occupais de leurs factures de câble et d'internet depuis des années, une corvée groupée que j'avais prise en charge pour simplifier les choses. J'ai ignoré ce message aussi. Qu'ils apprennent à appeler le service client. Le silence de ma part était un concept étranger pour eux. C'était un vide là où ma conformité avait l'habitude de se trouver, et cela les rendait clairement nerveux. Puis est venue la 3e semaine et le message qui a allumé la mèche, celui que j'attendais. C'était de ma mère le 5 du mois, l'échéance du prêt arrive. Peux-tu envoyer ce que tu envoies d'habitude? Voilà. Le coup direct. Le moment de vérité. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine. Un mélange d'anxiété et d'un sentiment de puissance étrange et exaltant. J'ai tapé la réponse que je composais dans ma tête depuis des jours, demandé à Lucas. C'est sa maison maintenant. J'ai envoyé. Les conséquences immédiates furent une explosion. Mon téléphone, qui était resté silencieux, a soudain commencé à vibrer sans arrêt. Le premier appel était de Lucas. Je l'ai ignoré. Il est allé sur la messagerie vocale. Une seconde plus tard, un SMS de lui est apparu, « Dani, c'est quoi ce bordel ?» Maman panique. Elle dit que tu as envoyé un message délirant. Ne sois pas une drama queen. Aide-les comme tu le fais toujours. Ce n'est pas drôle. Le surnom, Dani, le rejet désinvolte de mes sentiments comme étant du drame,
la supposition que je faisais juste un caprice temporaire, tout cela a alimenté le feu froid en moi. J'ai répondu, mes pouces se déplaçant avec précision, ce n'est pas une blague, Lucas. C'est la nouvelle réalité. C'est toi qui le mérites. Tu es l'unique héritier. Alors, prends tes responsabilités et sois l'homme de la maison. Gère-le. Sa réponse fut instantanée. Un flot d'émojis en colère et d'insultes mal orthographiées, tu es un vrai connard, mec. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de famille. Je n'ai pas daigné répondre. 1 heure plus tard, un email a atterri dans ma boîte de réception. L'objet était « Paiement hypothécaire urgent ». C'était de mon père. À l'intérieur, aucun message, juste une demande de paiement depuis le portail de leur banque pour 3 200 €. Le paiement du prêt, plus des frais de retard élevés. L'audace pure et non mitigée de la chose m'a laissé sans souffle. Ils ne demandaient pas. Ils ne suppliaient pas. Ils envoyaient une facture pour des services qui n'étaient plus rendus. J'ai cliqué sur « Refuser ». Une petite fenêtre est apparue demandant une raison. J'ai tapé un seul mot, non. C'est là que les tentatives de culpabilisation ont commencé sérieusement. Un barrage coordonné et désespéré. Un SMS de maman, nous pourrions perdre la maison, Benjamin. Ta maison d'enfance. Est-ce ce que tu veux? Nous voir à la rue? De la part de papa, je n'arrive pas à croire que notre propre fils puisse être si cruel. Tu laisserais vraiment tes parents devenir sans abri à cause d'un bout de papier de Lucas? Tu déchires cette famille. Tout ça par jalousie. Je n'arrive pas à te croire. Ils jetaient tout ce qu'ils pouvaient contre le mur, espérant que quelque chose collerait. Mais le mur n'était plus là. Je l'avais remplacé par une fenêtre, et je les regardais simplement se mettre à nu pour ce qu'ils étaient réellement. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux. L'écran continuait de clignoter, balise frénétique de leur panique. Les tremblements étaient finis. Le séisme avait commencé. Quand les attaques directes et le chantage émotionnel ont échoué, ils sont passés à un nouveau théâtre de guerre, plus laid, les réseaux sociaux. C'était un mouvement stratégique et calculé pour m'isoler et rallier l'opinion publique à leur cause. Ils savaient que je valorisais ma réputation et ils avaient l'intention de la réduire en cendres. Cela a commencé avec ma mère, la maîtresse de l'agressivité passive. Elle a publié une photo d'un coucher de soleil sur sa page Facebook, accompagnée d'une légende dégoulinante d'une tristesse fabriquée, vous donnez à vos enfants tout ce que vous avez, votre temps, votre amour, votre futur. Mais parfois, même tout cela ne suffit pas à leur enseigner la gratitude. Le cœur d'une mère peut être brisé de façon que vous n'imaginiez jamais. La section des commentaires s'est immédiatement remplie de sympathie de la part de son cercle d'amis et de parents éloignés. Oh, Éléanore, je t'envoie des câlins, écrivait l'une. Tu es la meilleure mère que l'on puisse espérer, écrivait une autre. Certains gamins aujourd'hui sont tellement égoïstes. Ils construisaient leur récit brique par brique insidieuse. J'étais l'enfant ingrat, elle était la mère martyre. Mon père, jamais subtil, a opté pour une approche plus directe. Un jour plus tard, il a partagé un article d'un site d'opinion avec le titre « L'épidémie des enfants adultes égoïstes abandonnant leurs parents âgés ». Sa légende personnelle était courte et brutale, nous pensions les avoir bien élevés, mais à la fin, on ne peut pas contrôler qui nous tourne le dos quand les temps sont durs. Une leçon difficile à apprendre. Les commentaires sous sa publication étaient encore plus pointus. Mon oncle Robert, son frère, a renchéri, certaines personnes oublient d'où elles viennent, Henri. Garde la tête haute. L'implication était claire, j'étais celui qui avait oublié. Je regardais tout cela depuis la ligne de touche, l'estomac retourné. C'était une lapidation publique et on ne m'avait même pas donné la chance de parler. Mais le coup final, le plus vicieux, est venu de Lucas. C'est lui qui a rendu les choses personnelles. Il a partagé la publication de mon père, mais il a ajouté sa touche. Il a publié une photographie de notre réunion de famille de Noël de l'année précédente. C'était une photo de groupe sur le porche. Tout le monde souriait, portant des pulls festifs ou presque tout le monde. Il avait pris le temps de me recadrer grossièrement hors de la photo. Il y avait juste un espace vide et gênant à côté de ma mère là où j'étais debout. C'était un effacement littéral. Sa légende était un chef-d'œuvre d'hypocrisie sanctimonieuse, certaines personnes ne se soucient de la famille que lorsqu'elles en retirent quelque chose, comme un héritage. Mais la vraie famille est présente quand les choses sont difficiles.
Je ferai n'importe quoi pour protéger ma maman et mon papa de l'avidité et de l'égoïsme dans ce monde. Cette publication unique fut un cocktail Molotov jeté dans les groupes de discussion familiaux et les pages communautaires. Ma cousine Sarah, qui avait toujours été jalouse de ma carrière, fut la première à commenter « Tu es un si bon fils, Lucas. Tes parents sont tellement chanceux de t'avoir. Certaines personnes devraient avoir absolument honte d'elles-mêmes. » Le récit était établi. Lucas était le fils loyal et altruiste protégeant ses parents vulnérables. J'étais le monstre froid et avide obsédé par un héritage qui les avait abandonnés à leur heure la plus sombre. Ils avaient savamment omis la décennie de mon soutien financier. Ils avaient effacé les 3 fois où j'avais sauvé leur maison. Ils avaient commodément oublié le prêt secret qui était la véritable racine de tout cela. Je restais là à faire défiler les commentaires, un sentiment de nausée profonde m'envahissant. C'étaient des gens que j'avais connus toute ma vie. Tantes, oncles, cousins, famille, amis tous aimaient et partageaient cette histoire fabriquée. J'étais jugé et condamné par un jury de mes pairs, et les membres de ma famille étaient les procureurs joyeux. Ce fut le moment le plus solitaire de ma vie. Mais à mesure que la blessure s'apaisait, elle fut remplacée par autre chose, une résolution froide et dure. Ils pensaient qu'une campagne de diffamation me briserait. Ils n'avaient aucune idée qu'elle me forgeait en quelque chose d'incassable. L'attaque sur les réseaux sociaux a ouvert les vannes. Ma famille, enhardie par le soutien public qu'elle avait cultivé, a décidé de déployer ses singes volants. Le premier appel est venu de ma tante Carole, la sœur aînée de ma mère. C'était une remueuse de peau professionnelle, une femme qui prospérait sur le drame tant qu'il n'était pas le sien. « Benjamin, chéri, c'est ta tante Carole », a-t-elle commencé, sa voix étant un mélange sirupeux de fausse inquiétude. « Je voulais juste appeler et prendre de tes nouvelles. J'ai vu la publication de ta mère et mon cœur est brisé pour vous tous. »« C'est vrai ?» ai-je demandé, ma voix plate. « Bien sûr. »« Maintenant, écoute, je ne prends pas parti, » a-t-elle dit, la phrase d'ouverture classique de quelqu'un qui a absolument pris parti. « Tu sais que je vous aime, toi et Lucas, également, mais ta mère, Benjamin, elle est en morceaux. Elle ne dort plus. Elle mange à peine. Et ton père avec sa maladie cardiaque. Ce stress est dangereux pour lui. Toute cette histoire avec le testament est devenue tellement incontrôlable. Est-ce que ma mère t'a dit pourquoi le testament est écrit de cette façon, tante Carole ? Ai-je insisté, refusant de la laisser contrôler la conversation. Eh bien, elle a hésité. Elle a mentionné que tu étais dans une situation financière beaucoup plus confortable et qu'il devait s'assurer que Lucas soit en sécurité. Cela me semble sensé. Tu es un homme qui réussit, Benjamin. Tu n'as pas besoin de leur argent, mais ils ont besoin de ton soutien. La famille est censée se soutenir mutuellement. J'ai soutenu ma famille pendant 15 ans, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. Je les ai soutenus à hauteur de dizaines de milliers d'euros. Je les ai soutenus en mettant ma propre vie entre parenthèses. Ce n'est pas une question de soutien, tante Carole. C'est une question d'être utilisé. Dis-moi, ma mère a-t-elle mentionné le prêt secret qu'ils ont co-signé pour Lucas ? Il y eut un silence révélateur à l'autre bout du fil. Je ne vais pas entrer dans les détails sordides, a-t-elle bégayé, prise au dépourvu. Tout ce que je sais, c'est qu'une famille vaut plus que n'importe quelle somme d'argent. J'espère que tu t'en souviendras avant qu'il ne soit trop tard. Elle a raccroché, sa mission de me manipuler ayant échoué. Ce soir-là, j'ai rejoint mon ami Michael pour une bière. Il était mon rock, la seule personne qui connaissait toute la vérité sans phare. Je lui ai montré les publications Facebook, l'image recadrée. Il a claqué son verre de pinte sur la table, faisant tourner la tête de quelques personnes au bar. Incroyable. Il a craché son dégoût devant l'audace pure et non mitigée de ces gens. Ils t'effacent littéralement d'une photo alors que leur « fils en or », la source de tous leurs problèmes, prêche sur l'importance d'être présent. Ben, c'est du comportement narcissique de Manuel. Ils créent un récit où ils sont les victimes et toi l'agresseur, parce qu'ils ne peuvent pas gérer la réalité de leurs propres échecs. Je sais, ai-je dit en fixant ma bière. Mais ça touche quand même de voir des gens que je connais depuis toujours croire à leurs mensonges. Oublie-les, a dit Michael, le regard intense. Ce n'est plus ta famille. Ta famille, ce sont les gens qui te soutiennent. Et en ce moment, c'est moi. Alors, quelle est la prochaine étape ? Tu vas juste continuer à les ignorer ?
Que puis-je faire d'autre? Ai-je demandé, sentant une vague d'épuisement. Discuter avec eux, c'est comme lutter avec un cochon dans la boue. Vous finissez tous les deux sales, et le cochon adore ça. Tu tiens ta position, a-t-il dit fermement. Tu as pris ta décision. Maintenant, tiens-t'y. Ne les laisse pas t'entraîner à leur niveau. Ces mots ont renforcé ma résolution. Il avait raison. S'engager était un jeu perdu d'avance. La seule façon de gagner était de ne pas jouer. Le lendemain, comme sur commande, un autre appel est arrivé. Cette fois, c'était David, un vieil ami de la famille qui était proche de mon père depuis 30 ans. David était un instrument contondant, un homme qui voyait le monde en noir et blanc. « Ben, c'est David », a-t-il commencé, oubliant toute courtoisie. « Je viens de raccrocher avec ton père. Je ne l'ai jamais entendu sonner aussi vaincu. Que diable fais-tu à tes parents? Ce que je fais? Ai-je riposté, ma patience envolée. David, avec tout le respect que je te dois, tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. Oh, je pense que si, a-t-il dit, sa voix montant. Je parle de loyauté. Je parle de devoir. Tes parents ont eu la vie dure. Ils ont pris un risque massif pour Lucas il y a quelques années, et ça n'a pas abouti. C'est la vie. Mais tu ne les punis pas pour avoir essayé d'aider leur fils. Un risque massif, ai-je répété, un sentiment froid remontant le long de ma colonne vertébrale. À quoi fais-tu référence exactement? Tu sais très bien de quoi je parle, a-t-il dit, exaspéré. Ce prêt commercial qu'ils ont co-signé pour lui, en mettant 35 000 € pour le rêve d'un gosse. Il faut avoir du cran pour ça. Et maintenant, quand les conséquences de ce risque frappent à la porte, tu leur tournes le dos. Ce n'est pas beau à voir, Ben. Le monde a basculé. Maintenant le téléphone est devenu froid et moite. J'ai dû m'appuyer contre le mur pour garder l'équilibre. 35 000 €. Ai-je murmuré, les mots à peine audibles. David, ignorant la bombe qu'il venait de faire exploser, a continué, ouais, 35 grands. Henri a été une épave nerveuse pendant des mois à cause de ça. Il craignait que Lucas ne soit pas capable d'effectuer les paiements. Il s'avère qu'il avait raison. Pourquoi es-tu si surpris? Je ne pouvais plus respirer. Ma mère l'avait fait paraître comme un montant trivial. Elle avait menti. Un mensonge dévastateur par omission, 35 000 €. C'était un chiffre qui recadrait tout. Le testament n'était pas juste injuste. C'était un stratagème désespéré et frauduleux. Ils n'avaient pas juste choisi Lucas plutôt que moi. Ils avaient utilisé mon futur pour payer son passé. Ils lui avaient donné une avance de 35 000 € sur mon héritage, puis avaient écrit un testament qui m'obligeait essentiellement à payer 2 fois si je voulais garder la famille à flot. Le brouillard de douleur et de confusion dans mon esprit s'est évaporé, remplacé par une clarté cristalline terrifiante. La campagne de diffamation, les appels téléphoniques manipulateurs, tout cela n'était qu'une tentative frénétique de m'intimider pour que je reprenne mon rôle de sauveur financier afin que je puisse réparer l'erreur catastrophique qu'ils avaient commise. Ben, tu es toujours là. La voix de David semblait lointaine. Oui, David, ai-je dit, ma propre voix sonnant étrange et creuse à mes oreilles. Je suis là, et tu viens de me donner la seule chose qui me manquait, la vérité. J'ai raccroché. L'œil de la tempête était passé. Je ne me défendais plus seulement. Je me préparais à une contre-attaque. Le lendemain, ils ont amené la guerre jusqu'à ma porte. J'étais en réunion trimestrielle avec mon équipe et 2 directeurs principaux. Nous étions en pleine présentation sur les prévisions de revenus quand mon téléphone de bureau, qui ne sonne presque jamais, a commencé à carillonner. Je l'ai ignoré. Il a sonné encore. Agacé, j'ai jeté un coup d'œil à l'identification de l'appelant. C'était la réception. Excusez-moi un instant, ai-je dit à la salle en décrochant. Benjamin, Jessica, la réceptionniste du hall, a chuchoté, sa voix tendue. Je suis tellement désolé d'interrompre votre réunion, mais votre famille est ici dans le hall. Ils insistent assez lourdement pour vous voir. Un bloc de glace s'est formé dans mon estomac. Bien sûr. Ils avaient épuisé toutes les autres avenues. C'était leur ultime gambit désespéré, une embuscade publique. Ils étaient venus sur mon lieu de travail, mon sanctuaire de compétences et de professionnalisme, pour essayer de me faire honte et me pousser à la soumission.
L'audace était à couper le souffle. Dites-leur que je descendrai dans 5 minutes, Jessica, ai-je dit, ma voix ne trahissant rien du tumulte intérieur. Et merci. Je me suis retourné vers la salle de conférence. Messieurs, je vous présente mes excuses. Une affaire de famille pressante nécessite mon attention immédiate. Nous devrons reprogrammer. Ils ont hoché la tête, leur visage mêlant curiosité et inquiétude. Alors que je me dirigeais vers les ascenseurs, mon esprit s'emballait. Mon premier instinct était la préservation de soi, trouver une salle de conférence vide à un autre étage, les faire sortir du hall, contenir les dégâts, cacher cette partie laide et désordonnée de ma vie aux personnes dont j'avais travaillé si dur pour gagner le respect. Mais alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient, une autre pensée, froide et tranchante, a traversé la panique. Non, plus de cachette. Plus de honte. Ils avaient traîné ce combat sur la place publique des réseaux sociaux. Maintenant, ils l'avaient amené dans mon foyer professionnel. Ils voulaient un public? Très bien, je leur en donnerai un. J'ai pris l'ascenseur. Le bourdonnement calme contrastait fortement avec les battements de mon cœur. À chaque étage descendant, ma peur s'est transmutée en une colère dure et froide. Ce n'était pas moi qui devais avoir honte. C'était eux. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur le hall expansif et ensoleillé de mon immeuble de bureau d'entreprise. C'était un espace de marbre froid, d'acier étincelant et de calme professionnalisme. Et au milieu de tout cela, comme un accident de voiture sur une autoroute immaculée, se trouvait ma famille. Mon père, Henri, le visage rouge de colère, sa veste de sport bon marché semblant froissée et déplacée. Ma mère Éléanore, l'air pâle et les yeux larmoyants, serrant son sac à main comme un bouclier. Et Lucas, tapis derrière eux, dégageant une aura familière de défi puéril. Jessica m'a lancé un regard paniqué derrière le bureau de sécurité. Je lui ai fait un signe de tête bref, un message silencieux signifiant que je gérerais la situation. J'ai marché vers eux, mes pas résonnant sur le sol en marbre. Je me suis arrêté à 3 mètres d'eux, créant une terre de personnes, claire. C'est extrêmement inapproprié, ai-je dit, ma voix basse et stable, mais assez forte pour porter. Vous devez partir maintenant. Nous ne partirons pas tant que nous ne t'aurons pas parlé. S'est exclamée ma mère, sa voix se brisant, attirant l'attention de plusieurs personnes passant dans le hall. Tu ne réponds pas à nos appels, Benjamin. Que étions-nous censés faire d'autre? Tu laisserais vraiment la maison être saisie? A tonné mon père en faisant un pas en avant. Il essayait de m'intimider, de jouer le rôle du patriarche puissant. Il semblait avoir oublié que son pouvoir sur moi avait disparu. Je n'ai pas bronché. J'ai soutenu son regard furieux. La question n'est pas ce que je laisserai arriver, ai-je répondu, ma voix portant dans le hall désormais calme. La question est, avez-vous vraiment pensé que je continuerais à payer pour une maison que vous avez secrètement donnée à quelqu'un d'autre? Quelques personnes qui se dirigeaient vers les sorties se sont arrêtées. Leur intérêt était piqué au vif. C'était mieux que la télévision de jour. On pensait que tu comprendrais, a plaidé ma mère, revenant à sa ligne préférée. Vous avez toujours dit que j'étais le fort, le responsable, et vous avez utilisé cette force comme une excuse pour m'effacer, ai-je dit, les mots étant comme des éclats de glace. Vous avez utilisé ma responsabilité comme un chèque en blanc pour financer son flot incessant d'échecs. J'ai jeté un regard vers Lucas, qui grimaçait. Cela n'a rien à voir avec moi, a-t-il lancé en faisant un pas en avant. C'est toi qui es un égoïste avide. Ça a tout à voir avec toi, ai-je coupé, ma voix aussi tranchante qu'un rasoir. Le hall était devenu mortellement calme. Je pouvais sentir des dizaines d'yeux sur nous. Du coin de l'œil, j'ai vu l'une des principales banques d'ascenseurs s'ouvrir et un groupe de cadres en sortir, dont mon PDG, Monsieur Thompson. Ils se sont arrêtés, observant la scène. Ma famille, leur tournant le dos, ne l'a pas remarqué. Nous t'avons élevé. Nous t'avons nourri. Nous t'avons tout donné. A rugi mon père, son visage devenant d'une teinte violette dangereuse. Il a pointé un doigt épais dans ma direction, tu nous dois tout. Tu as un devoir envers cette famille. C'était fini. Le dernier fil de mon calme a rompu, mais je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas crié. J'ai laissé un sourire froid et sans joie toucher mes lèvres. Oh, devoir, avez-vous dit? Parlons de dettes, papa. J'ai payé mes dettes envers cette famille.
Je les ai payés chaque mois pendant une décennie quand j'ai couvert votre prêt hypothécaire. Je les ai payés chaque fois que j'ai vidé mes économies pour arrêter une saisie. Je les ai payés quand j'ai renoncé à la plus grosse promotion de ma carrière pour rester ici et être votre filet de sécurité personnel. J'ai payé, payé et payé. Et quelle a été ma récompense? Mon « merci ». Vous avez effacé mon nom de votre héritage et prétendu que je n'avais jamais existé. Nous n'avons pas voulu te blesser, a gémi ma mère, les larmes coulant désormais librement. C'était une tentative pathétique et désespérée de manipulation émotionnelle. Vous n'avez pas voulu? Ai-je riposté, ma voix montant pour la première fois. Alors pourquoi m'avez-vous menti? Pourquoi avez-vous attendu que je disparaisse avant de réaliser que j'étais la seule chose qui maintenait votre monde entier ensemble? Et puis, j'ai délivré le coup de grâce. J'ai regardé par-dessus eux, croisant le regard du visage stupéfait de mon PDG, puis j'ai tourné mon regard vers mon père. Vous voulez parler de ce que je vous dois? Parlons des 35 000 € que vous me devez. La couleur a disparu du visage de mon père. Ma mère a laissé échapper un hoquet étranglé. Lucas avait l'air totalement perdu, ses yeux faisant la navette entre moi et ses parents. Je ne sais pas de quoi tu parles, a bégayé mon père, sa bravade s'effritant en poussière. Oh, je pense que si, ai-je dit, ma voix résonnant avec une vérité froide et dure à travers le hall caverneux. Parlons du prêt commercial secret que vous avez co-signé pour Lucas. Celui dont vous ne m'avez jamais dit le montant réel, la dette catastrophique qui vous a fait écrire ce testament. Ce n'était pas un choix entre vos fils, n'est-ce pas? Ce n'était pas une question de qui le méritait le plus. C'était une manœuvre financière désespérée. Vous étiez juste en train de rembourser une mauvaise dette. Et vous avez décidé que mon héritage, ma sécurité, ma contribution entière de 15 ans à cette famille était le prix que vous étiez prêt à payer. Le silence qui a suivi fut absolu. C'était le silence d'une vérité si indéniable qu'elle a aspiré tout l'air de la pièce. Leur bouche s'ouvrait et se fermait comme celle de poissons, mais aucun son ne sortait. Le récit qu'ils avaient si soigneusement élaboré et des pauvres parents abandonnés et du fils ingrat et avide venait d'être publiquement et spectaculairement incinéré. À cet instant, devant mes collègues et mon PDG, ils n'étaient plus des victimes sympathiques. Ils étaient exposés comme des menteurs, des manipulateurs et des fraudeurs. J'ai vu le choc, la pitié et la compréhension naissantes sur les visages des gens qui regardaient. Plus important encore, je l'ai vu dans les yeux paniqués et coupables de ma famille. Ils étaient brisés. Et c'était moi qui avais finalement, enfin, balancé le marteau. C'est le moment qui a tout changé, le moment où j'ai enfin repris le contrôle de ma vie. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Vous êtes incroyable. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant cette vidéo et en commentant le chiffre 1 ci-dessous, juste pour que je sache que vous êtes arrivé jusqu'ici avec moi. Cela aide non seulement plus de gens à trouver cette histoire, mais cela me permet de savoir que mes expériences signifient quelque chose pour quelqu'un quelque part. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi pour continuer à partager le reste de ce voyage. Il n'y avait plus rien à dire. Les trois se tenaient là, nus dans leur tromperie. La grande architecture du hall témoignant de leur humiliation. Mon père, qui était entré comme une tempête, ressemblait maintenant à un ballon dégonflé. Les sanglots de ma mère étaient silencieux, ses épaules secouées. Lucas fixait le sol, incapable de regarder qui que ce soit. La dynamique de pouvoir avait été irrévocablement, sismiquement déplacée. Sans un mot de plus, ils ont fait demi-tour. Une retraite lente, traînante. Ils ne m'ont pas regardé. Ils ne se sont pas regardés. Ils ont marché à travers les grandes portes vitrées et sont sortis sous la lumière du soleil indifférente de la ville. Leur départ fut aussi pathétique que leur arrivée avait été agressive. Ils ont laissé un vide de silence stupéfait dans leur sillage. Lentement, le hall a commencé à respirer à nouveau. Le murmure bas des conversations est revenu. Les gens ont commencé à bouger, ostensiblement, sans me regarder, essayant de me donner de l'espace. Je suis resté enraciné sur place, l'adrénaline commençant à s'estomper, laissant une fatigue profonde et osseuse à sa place. Je me sentais vidé, comme si je venais de survivre à un ouragan de catégorie 5. Benjamin. La voix était calme mais ferme. Je me suis tourné. C'était mon PDG, Monsieur Thompson. Il s'était approché, son visage illisible. Je me suis préparé à une réprimande, une leçon sur le professionnalisme, ou pire,
le cliché gênant, je suis désolé pour tes problèmes. Il a posé une main sur mon épaule. Ce n'était pas une tape condescendante. C'était un geste stable, ancrant. Je ne vais pas prétendre avoir tout compris, a-t-il dit, sa voix basse. Mais ce que je comprends, c'est le caractère, et ce que je viens de voir en demander une quantité incroyable. Rentre chez toi, fils. Prends le reste de la journée. Prends demain aussi, si tu en as besoin. Ton travail sera là quand tu reviendras. J'étais sans voix. Dans un moment de chaos personnel intense où ma propre famille avait essayé de détruire ma réputation, mon patron m'avait montré plus de respect et de compréhension qu'en une décennie. Merci, monsieur, ai-je réussi à articuler. Cela signifie beaucoup. Il a juste hoché la tête, a pressé fermement mon épaule et est reparti. Le trajet de retour fut surréaliste. Je me sentais étrangement déconnecté de mon propre corps, comme si je regardais un film de ma vie. Les appels et SMS frénétiques ont commencé sur le chemin du retour. Un effort désespéré de dernier souffle. Je n'ai pas bloqué leur numéro. J'ai simplement activé la fonction « Ne pas déranger ». Leur panique pouvait continuer à faire rage seule, sans être entendue. Les messages ont continué pendant un jour ou deux, une rafale d'accusations, de supplications et d'exigences en colère. Puis ils ont diminué et se sont finalement arrêtés. Ils savaient que c'était fini. Quelques semaines plus tard, une curiosité morbide que je ne pouvais expliquer m'a conduit à traverser mon ancien quartier. C'était un après-midi de dimanche calme. Les rues étaient endormies, familières. J'ai tourné dans leur pâté de maison et ralenti la voiture au pas. Et puis, je l'ai vu. Planté au milieu de la pelouse que j'avais si souvent tondue, il y avait un panneau rouge et blanc très net. Il y avait 2 mots dessus, à vendre. C'était une vision étrange, si finale. La balançoire que j'avais assemblée sur le porche était immobile. Les rosiers dont ma mère était si fière semblaient négligés. Ce n'était plus un foyer. C'était une propriété, un actif en difficulté, un monument à une série de mauvaises décisions. Mon téléphone a vibré dans le porte-gobelet. Un appel manqué de papa. Un instant plus tard, un autre de maman. J'ai regardé l'écran, mon visage impassible. Je n'ai pas ressenti le vieux pincement de culpabilité familier. Je n'ai pas ressenti de poussée de triomphe vengeur. Je n'ai juste rien ressenti. Un vide calme et profond là où une famille avait l'habitude d'être. J'avais passé tant de ma vie à penser que cette maison était mon héritage, ma responsabilité. En voyant ce panneau, j'ai réalisé la vérité, ce n'était jamais à moi. C'était une scène pour leur drame. Et je n'étais qu'un membre de la distribution de longue date qui avait finalement quitté le spectacle. Je n'étais jamais leur plan de secours. J'étais leur plan principal, exécuté si parfaitement pendant si longtemps qu'ils ont oublié que j'avais mon mot à dire. Ils n'ont pas seulement pris ma stabilité pour acquise. Ils ont cru que c'était leur propriété pour en faire ce qu'ils voulaient. Le panneau, à vendre, n'était pas mon œuvre. C'était la facture de leur choix qui arrivait enfin à échéance. J'ai mis la voiture en marche et je me suis éloigné du trottoir, ne prenant même pas la peine de regarder dans le rétroviseur. Il ne restait plus rien à voir derrière. Les 6 mois qui ont suivi furent une révolution tranquille. Sans le drain constant du drame et des besoins financiers de ma famille, ma vie a commencé à s'étendre de manière que je n'aurais pas cru possible. C'était comme si j'avais conduit avec le frein à main serré pendant 15 ans et que je venais tout juste de le relâcher. Fidèle à sa parole, Monsieur Thompson m'a appelé dans son bureau une semaine après l'incident du hall. Il n'a pas mentionné ma famille. Au lieu de cela, il a pointé une carte sur son mur, Boston, a-t-il dit. Le poste de VP dont nous avons discuté il y a 5 ans. L'équipe se développe à nouveau. Le poste est à toi si tu le veux. Cette fois, pour de vrai. Il n'y a eu aucune hésitation. Pas de « laisse-moi y réfléchir ». Aucun appel téléphonique à ma mère pour jauger sa réaction. Je le prends, ai-je dit, un sourire s'étalant sur mon visage pour ce qui semblait être la première fois depuis des lustres. Déménager fut une catharsis. J'ai vendu mon ancien appartement et la plupart de mes meubles, n'emballant que ce qui était essentiel. C'était une manifestation physique du nettoyage interne que je traversais. Michael est venu m'aider, et nous avons passé un week-end à peindre les murs de mon nouveau logement, un magnifique gratte-ciel avec une vue panoramique sur les toits de Boston. À de nouveaux départs,
a-t-il dit en levant une bouteille de bière alors que nous étions assis sur le sol de mon salon vide, entouré de cartons, et a laissé les vampires derrière soi. J'ai ri. Un vrai rire authentique. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, mec. Si, tu aurais pu, a-t-il dit, son expression sérieuse. Tu avais juste besoin de croire enfin que tu valais la peine d'être défendu. Je suis juste heureux d'avoir été là pour le voir. La vie à Boston fut une révélation. Je me suis investi dans mon nouveau rôle et mon travail a prospéré. Je me suis fait de nouveaux amis. J'ai recommencé à sortir. J'ai exploré la ville, découvrant son histoire et ses coins cachés. Je vivais ma vie entièrement pour moi-même, et le sentiment était enivrant. J'ai entendu des chuchotements sur mon ancienne famille à travers les rares communications que j'entretenais avec quelques cousins. La maison a été vendue à perte. Mes parents avaient déménagé dans un petit appartement de location délabré dans une ville à 1 heure de là. Le plus grand choc fut la nouvelle concernant Lucas, il avait obtenu un emploi, un vrai travail de 40 heures par semaine dans un entrepôt de distribution. Il semblait qu'avec la banque de Benjamin, officiellement et définitivement fermée, il avait été forcé, pour la première fois en 34 ans, de se tenir sur ses 2 pieds. J'ai ressenti une lueur de quelque chose. Pas de la fierté, pas de la pitié, juste une reconnaissance détachée que la réalité l'avait enfin rattrapé. Un soir d'automne croustillant, alors que je regardais le soleil couchant peindre le ciel dans des teintes d'orange et de pourpre depuis la fenêtre de mon appartement, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu, mais quelque chose m'a dit d'y répondre. Benjamin? La voix était hésitante. Familière. Il m'a fallu un moment pour la situer. Tante Suzanne? Ai-je demandé, surpris. Elle était la plus jeune sœur de ma mère, toujours la plus calme de la bande. Celle qui restait à l'écart des querelles familiales. Oui, c'est moi, a-t-elle dit, semblant soulagée. Je suis désolé d'appeler à l'improviste. J'ai eu ton nouveau numéro grâce à Michael. J'espère que cela ne pose pas de problème. C'est très bien, tante Suzanne. Cela fait du bien d'entendre ta voix. Tout va bien? Oui, je vais bien, a-t-elle dit rapidement. Je t'appelle pour m'excuser. J'aurais dû t'appeler il y a des mois, quand toute cette laideur se passait sur Facebook. Je suis restée silencieuse et j'en ai honte. Ce qu'Eleanor et Henry t'ont fait est impardonnable. Je veux que tu le saches. Ces mots étaient comme un baume apaisant sur une cicatrice dont j'ignorais même qu'elle était encore sensible. Merci, ai-je dit, ma voix épaisse d'émotion. Cela signifie plus que tu ne peux l'imaginer. Il y a autre chose, a-t-elle poursuivi, sa voix baissant d'un ton. Quelque chose que tu mérites de savoir. Cela ne changera peut-être rien, mais cela pourrait t'aider à comprendre que ce n'était pas à propos de toi. Pas vraiment. Je me suis assis sur mon canapé, toute mon attention portée sur l'appel. Qu'est-ce que c'est? Il y a des années, avant même que toi et Lucas ne soyez nés, notre mère, ta grand-mère, est décédée. Elle n'avait pas grand-chose, mais elle a laissé un petit héritage dans son testament pour ses 3 filles, moi, Carole et Eleanor. C'était environ 10 000 € chacune. Une grosse somme d'argent à l'époque. Vers cette époque, la première entreprise d'Henry faisait faillite. Ils étaient désespérés. Eleanor est venue me voir, ainsi que notre sœur aînée Margaret, et nous a supplié de lui prêter nos parts. Elle a juré sur la tombe de notre mère qu'elle nous rembourserait dans l'année. Tante Suzanne a pris une inspiration tremblante, j'étais jeune et naïve, alors je lui ai donné. Margaret a refusé. Quelques années plus tard, Margaret a traversé un divorce difficile et s'est retrouvée sans rien. Elle a demandé de l'aide à Eleanor, pas même pour récupérer l'argent, juste un petit prêt pour se remettre sur pied. Et sais-tu ce qu'Eleanor et Henry lui ont dit? Ils lui ont dit qu'elle était irresponsable. Ils lui ont dit qu'elle aurait dû mieux planifier. Ils l'ont complètement rayée de leur vie. Ils ont un schéma, Benjamin. Un schéma malade et tordu qui consiste à utiliser les ressources d'une personne pour financer leurs ambitions, puis à abandonner cette personne quand elle ne leur est plus utile. Ce n'était pas une question d'amour, de besoin ou de qui était le plus fort. C'est une maladie chez eux. Tu n'as pas été la première personne qu'ils ont sacrifiée. Mais je suis tellement fier de toi pour avoir été la dernière. L'appel téléphonique s'est terminé, mais je suis resté là, dans le noir, pendant un long moment. Les lumières de la ville commençaient à scintiller en bas.
L'histoire n'effaçait pas la douleur de ma propre trahison, mais elle faisait quelque chose de plus profond, elle levait le fardeau de la responsabilité personnelle. Ce n'était pas ma faute. Je n'avais pas échoué envers eux. Je n'étais pas indigne d'être aimé. J'étais juste le dernier joueur d'un jeu qui était truqué bien avant ma naissance. Et en quittant le terrain, j'avais enfin gagné. Alors maintenant, je suis assis ici, dans mon appartement, dans ma nouvelle vie, en regardant une ville qui semble être la mienne. L'air est pur. Mon téléphone est silencieux. Mon avenir est une page blanche que je peux écrire moi-même, sans que personne d'autre ne tienne le stylo. Je ne les hais pas. Je pense que pour ressentir de la haine, il faut ressentir quelque chose. Et quand je pense à eux maintenant, je ressens un vide profond et inébranlable. Ce sont des personnages dans l'histoire d'un homme que j'étais autrefois. Leur pouvoir sur moi était bâti sur une fondation d'amour, de culpabilité et d'obligation. Une fois que j'ai réalisé que l'amour était conditionnel, que la culpabilité était fabriquée et que l'obligation était une rue à sens unique, la structure entière s'est effondrée. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que la famille était un lien indestructible, une partie non négociable de votre existence. J'ai appris que c'est un mensonge dangereux. La vraie famille n'est pas déterminée par le sang. Elle est forgée dans le respect. Elle est bâtie sur le sol solide de la réciprocité. Elle est prouvée dans les moments calmes d'un soutien inébranlable. Ma famille, c'est Michael, qui a traversé le pays pour m'aider à peindre une pièce. C'est Monsieur Thompson, qui a vu mon caractère dans un moment de crise et l'a récompensé. C'est ma tante Suzanne, qui a trouvé le courage de dire une vérité difficile et d'offrir des excuses attendues depuis longtemps. Le reste n'est que de la génétique. J'ai perdu une mère, un père et un frère. C'est une phrase difficile à dire. Mais en échange, j'ai trouvé ma propre valeur. J'ai trouvé mes limites. J'ai trouvé ma liberté. J'ai appris que, non, n'est pas un gros mot, mais un mot sacré. C'est le mot qui sépare qui vous êtes de qui les autres veulent que vous soyez. C'est la fondation du respect de soi. Ils ne m'ont jamais vu comme leur filet de sécurité. Ils m'ont juste vu comme une partie du sol, quelque chose qui serait toujours là pour les rattraper. Ils ont oublié que le sol peut choisir de bouger. J'ai bougé, et je ne reviendrai jamais, jamais en arrière. Merci d'avoir écouté mon histoire. Ce n'était pas facile à raconter, mais cela semblait nécessaire. J'espère qu'elle a résonné en vous d'une manière ou d'une autre, et peut-être même vous a donné un peu de force si vous faites face à vos propres batailles. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez dû faire un choix difficile pour protéger votre propre paix et votre bien-être? Je serais honoré si vous partagiez votre histoire ou vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer ce que je partagerai ensuite. Votre soutien signifie vraiment tout pour moi.